Bonsoir à tous, bienvenue au direct d'aujourd'hui. On y va à fond, comme toujours. Nous sommes ici pour analyser et dire ce que les autres taisent. Une véritable farce, c'est ce qui se passe en ce moment même au Venezuela. Les premières images de Nicolás Maduro qu'on a amenées aux États-Unis commencent déjà à sortir. L'ont-ils promené en voiture dans New York? A-t-il souhaité de bonnes fêtes de Noël? Et avec tout ça, le dirigeant du Venezuela, c'est bien, il n'est toujours pas clair s'il va un jour reprendre ses fonctions ou non, même si tout semble indiquer que c'est la direction que cela prend. Il veut que la question soit prise en main, d'un côté par le Venezuela lui-même, de l'autre par Donald Trump, qui profite de tout cela. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ces dernières heures et pourquoi ? Quel est le rapport ici avec le fait de nuire à la Chine et peut-être de favoriser la Fédération de Russie ? De plus, nous avons les dernières nouvelles d'Iran où en ce moment les manifestations s'intensifient. Et de quelle manière ? Il semble que la foule commence déjà à sortir des armes. Quelles seront les conséquences de cela sur la scène internationale ? Nous allons analyser tout cela et nous allons le faire en ce jour tout à fait spécial. Parce qu'aujourd'hui, aussi comme d'habitude depuis le début de cette chaîne, je fête mon anniversaire en direct avec vous. Nous avons commencé à le faire hier, à finaliser ce qu'est la fête en elle-même. Nous avons tout commencé ici. Les dernières analyses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. J'espère que cette nouvelle intro que mon équipe m'a offerte vous plaira. Enfin, la partie la plus importante de mon équipe. Pour mon anniversaire, je pense que c'est un super cadeau. S'il vous plaît, laissez vos avis. Nous sommes déjà en train de finaliser les derniers détails de la chaîne et nous passons directement à l'actualité toute récente. Bien sûr, si nous voyons Nicolás Maduro arriver aux États-Unis au petit matin, eh bien, hier, il était l'aube à Moscou, mais aux États-Unis, où je ne sais même plus exactement quelle heure il était. Je suis perdu avec les horaires. Ici, dans le Donbass, nous suivons l'heure de Moscou, donc tout sera mesuré selon celle-ci. Nicolás Maduro arrivait dans la patrie. Certains disaient qu'il le faisait descendre de l'avion avec un sac sur la tête. Je ne sais plus s'il portait une cagoule ou effectivement un sac. Ensuite, il semble qu'il le faisait sortir de l'avion. Il ne semblait pas le traiter trop mal et la farce commençait déjà à se dévoiler. Si vous n'avez pas vu le direct d'hier, je vous le conseille vivement. Nous sommes ici pour dire toute la vérité. Au Venezuela, ils ne savaient pas. Au Venezuela, ils n'ont pas su comment agir. Mais voyons voir au Venezuela. Soit ils ont livré Nicolás Maduro, soit Nicolás Maduro s'est rendu de son propre chef. Et justement, à cause de l'impassibilité que semblent montrer ces images, je pense que les choses vont dans cette direction car Nicolás Maduro, et maintenant vous allez le voir par vous-même. Il avait l'air tout à fait en forme, il marchait escorté. Oui, avec les menottes aussi, mais pas du tout de cette façon. Je pense qu'ils ne vont pas le traiter d'une manière qui viole d'une quelconque façon les droits de l'homme. Eh bien, nous ne saurons jamais la vérité. Mais, soit, Nicolás Maduro est effectivement un homme monolithe en béton armé. Il reste impassible, absolument héroïque en toutes circonstances, et il est prêt à devenir le martyr dont, paraît-il, le Venezuela a besoin en ce moment. Ou bien, ce qui se passe, Nicolás Maduro le savait déjà à l'avance. Ils l'ont fait sortir du Venezuela sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré du côté vénézuélien. Les hélicoptères Chinook ont volé. De plus, ce sont précisément les hélicoptères modernes les plus vulnérables que possèdent les États-Unis. Les Chinook ont volé à très basse altitude, à peine moins, et on aurait pu les abattre avec une simple pierre. Et c'est ainsi que Nicolás Maduro se promenait dans New York. Il va effectivement s'arrêter maintenant dans l'un des centres censés être l'un des plus durs, l'un des centres où, effectivement, il y a des criminels connus et reconnus, y compris El Chapo. Guzman. Je crois qu'il était aussi dans cette prison, mais regardez l'attitude de Maduro et regardez comment il est là. Il dit bonsoir et souhaite de bonnes fêtes. Merci.
Merci. Bonsoir. Bonsoir, bonne année, disait Nicolas Maduro. Absolument. Je répète, il me semble qu'il était parfaitement maître de lui. L'homme ne semblait pas être affecté. Il est vrai qu'il n'allait pas non plus le montrer à la chambre, il doit garder sa contenance. Mais déjà lors du direct d'hier, nous avons posé les questions clés, les questions à 1 million. Comment l'ont-ils sorti si vite? Comment cela a-t-il été possible maintenant? Eh bien, c'est en fait la question clé du moment. Comment l'ont-ils sorti aussi rapidement? Comment? Au Venezuela, absolument personne ne s'est opposé à la capture de Nicolas Maduro car ils ont enlevé le président du pays. Et la garde présidentielle n'a rien fait, l'armée n'a rien fait. Ils obéissaient visiblement à quelqu'un. Quelqu'un qui, apparemment, a décidé de ne donner aucun ordre concernant ce qui se passait réellement dans le pays. Par la grâce américaine. Et la question la plus importante en ce moment, pour moi, concerne le calme qui règne actuellement au Venezuela. C'est-à-dire que, normalement, lorsqu'il y a une révolution où le président est pratiquement traîné dehors, une force extérieure intervient et en fin de compte, il y a une intervention armée. Lors d'une invasion d'un pays, normalement, une fois que le président n'est plus au pouvoir, tout commence à se dégrader. À moins que, bon, effectivement, ici il y a deux possibilités. Delcy et ses proches ont pris la situation en main très tôt et en contrôlant effectivement chaque mouvement, ils ont décidé qu'ils allaient maintenant tout gérer en attendant le retour de Maduro parce que Delcy Rodriguez a déjà reçu les menaces. C'est une toute dernière nouvelle de Donald Trump qui a déclaré que si elle ne suit pas exactement les ordres, elle aura des problèmes. Et elle pourrait probablement même faire face à une situation encore plus difficile que celle qu'a dû vivre Nicolas Maduro lui-même. Pour l'instant, les autorités vénézuéliennes ne semblent pas prêtes à céder. Et soit, effectivement, tout cela avait déjà été pensé comme une situation exceptionnelle de n'importe quel type, et alors, tout simplement, le pouvoir s'est réorganisé à temps. Ou bien, tout cela était aussi organisé, mais dans le sens où c'était convenu avec les États-Unis et tout était prêt à agir une fois que Nicolas Maduro ne serait plus là. Mais ce qui est certain, c'est qu'une partie du Venezuela, la population civile, fêtait cela, tandis qu'une autre partie du Venezuela est descendue dans la rue pour exiger qu'on rende le président enlevé. Je doute beaucoup, c'est mon opinion personnelle ici, que Nicolas Maduro revienne un jour au Venezuela. Et en fait, les dernières images que nous avons reçues de lui venaient des États-Unis, se promenant avec toute l'équipe dans les rues de New York, comme s'il s'agissait d'un trophée militaire. Je doute vraiment qu'ils vont le torturer ou quoi que ce soit. Mais cela, en réalité, bien sûr, dépasse ce qu'est la dignité humaine, parce qu'il l'expose et le montre comme s'il s'agissait plutôt d'un objet, et à aucun moment d'une personne. Ce qui est très clair avec cette scène mise en avant, il y a plein de vidéos TikTok à ce sujet. Toutes ces images donnent plutôt l'impression d'une opération médiatique parfaitement orchestrée et en fait, même le déploiement des Chinooks qui ont volé à une si basse altitude, ça a été fait. D'après ce que je pense, et d'après de nombreux militaires avec qui je suis en contact, ici, cela a été fait plutôt en pensant à l'image et pas tellement à la réussite de l'opération. Je vous l'ai déjà dit hier, la réussite de l'opération, en réalité, ne semble jamais avoir été remise en question. C'est-à-dire, tout le monde, ceux qui organisaient cette opération, semblaient complètement sûrs que tout allait parfaitement se passer. Et cela, bien sûr, soulève aussi beaucoup de questions. Et d'un autre côté, je le répète, on revient au calme qui règne actuellement au Venezuela. Il n'y a pas de troubles populaires. J'ai vu quelques magasins pillés, mais bon,
c'est normal, il n'y avait pas non plus des gens qui couraient partout ou qui tiraient dans la rue. Il semble que les autorités aient un contrôle absolu sur la situation et, en attendant, ces mêmes autorités. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dédoublement du langage et du message. Parce que d'un côté, aux États-Unis, Marco Rubio, qui est un peu comme le nouveau vice-roi du Venezuela et qui semble pouvoir devenir l'envoyé spécial pour ce pays. Maintenant, il parle en termes de tout est absolument sous contrôle. Eh bien, tout le monde fait la tête à Maria Corina, alors que beaucoup pensaient que Maria Corina garderait le pouvoir. Et regarde donc par où. Pour l'instant, celle qui a prêté serment comme intérimaire, bien sûr, en l'absence du président en exercice, c'est Delcy Rodriguez. Maria Corina n'est pas là et on ne l'attend pas. Et ce n'est pas tout, les États-Unis se sont déjà exprimés à son sujet. D'un côté, depuis la présidence avec Donald Trump, et de l'autre, Marco Rubio s'est exprimé. Tous deux ont dit que c'est une femme formidable, une femme très sympathique, une femme spectaculaire. Mais il est absolument certain que personne, absolument personne, ne va la laisser approcher ne serait-ce qu'un tout petit peu du pouvoir. Eh bien, à ce stade de l'histoire, on découvre que Rome ne paie pas les traîtres. En fait, je sais que Maria Corina l'a publié sur Twitter et ici nous allons entendre la façon dont ils l'ont traité. Elle a publié sur Twitter une image où il était écrit quelque chose comme « Nous allons sauver le Venezuela, nous sommes ici avec toute l'équipe Venezuela libre ». Et après les paroles de Donald Trump, et voilà qu'elle a tout supprimé, tout l'historique, toute trace des publications en question. Je ne les ai pas vues, c'est l'information qui m'est parvenue, donc je ne peux pas non plus confirmer à 100% que cette publication était bien là. Il ne s'agit pas d'intelligence artificielle parce qu'à ce stade, on ne peut plus être sûr de rien du tout. Elle a tout pris, quoi qu'il en soit, personne. Et maintenant, nous allons lire les déclarations exactes de Marco Rubio et bien sûr parler de ceux qui en profitent. Et pourquoi ? Les États-Unis pourraient faire cela même en faveur de la Fédération de Russie. En ce qui concerne la Russie et la Chine, qui ont trahi le Venezuela, avez-vous une vidéo en particulier sur cette chaîne ? Nous n'allons pas approfondir ce sujet, farce ou non. Voici quelques messages. José Delgado, farce ou pas ? Les États-Unis sont un danger, d'abord pour l'Amérique latine, puis pour le monde entier, c'est absolument clair. Il est vrai que je me concentre sur ce qui s'est passé au Venezuela, mais je commente le rôle des États-Unis depuis le début de cette chaîne, pratiquement depuis les débuts géopolitiques de cette chaîne. Tu as tout à fait raison, José Delgado, et je te remercie beaucoup pour ton soutien et pour cette contribution. Également, à la prochaine personne qui demande « Pourquoi les Russes n'ont-ils pas combattu ?» Demande-toi pourquoi les Vénézuéliens n'ont pas combattu et arrête de déranger. Merci Sarou et Louis d'être ici. En tant que modératrice, en fait, j'ai une sorte de code d'ontologie que nous avons créé pour les modérateurs, mais je pense qu'il est trop long pour le coller dans le chat. Louis, je te l'enverrai plus tard. Et voyons si nous pouvons le transmettre au reste des modérateurs, parce qu'il semble qu'hier, la situation a un peu dégénéré. Une partie de l'équipe a dû intervenir pour que seuls les commentaires insultants soient modérés, et non ceux exprimant un désaccord. On exclut ceux qui insultent, mais on veut préserver au maximum la liberté d'expression sur cette chaîne. Ce n'est pas pour toi, Louis. Je crois que c'est Dogman qui a eu le problème, parce qu'au début, je n'étais pas au courant de tout ça. Après, on m'en a parlé et je vais voir si je peux aussi lui transmettre d'une manière ou d'une autre. Mais le code est vraiment très simple, c'est essentiellement ce que j'ai expliqué. Et puis, en aucun cas, ce n'est une dépense pour embêter mon mari, qui passe avant tout pour nous. Un bisou, Louis, un autre message, tu es génial, merci, félicitations. Je ne soutiens pas Maduro, mais je suis patriote et opposé aux interventions. À ceux qui demandent plus d'interventions, allez lire quelque chose qui s'appelle l'Opération Condor et la chute du mur de Berlin. Fédé, non en cours. Merci beaucoup Fédé pour ta contribution, ce n'est pas la première fois en plus que tu participes sur la chaîne. Moi non plus, je ne me considère pas comme pro-Maduro, mais je me considère comme une personne logique et quelqu'un qui défend la légalité internationale. Qu'il n'en reste pratiquement plus, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais quoi qu'il en soit, au moins on essaie. Et on rappelle au monde que les pays sont souverains, et c'est la nation qui doit décider de ce qui se passe à l'intérieur de l'État, qui effectivement appartient à cette nation. Merci beaucoup Fédé pour ta contribution Lila Paredes, un bisou d'ici, un immense merci pour tes contributions. 10 abonnements que Golpeamos a tirés au sort.
attends-toi à en voir encore plus aujourd'hui car c'est la fête d'anniversaire. Je crois qu'il y aura encore d'autres victoires. Gabriel est-il désormais plus fiable que Trump? Scorpion Sport renvoie les Vénézuéliens réfugiés aux États-Unis à Caracas. Que Maduro reprenne le pouvoir, absolument certain, tout à fait d'accord avec ce message, Maduro sans le pouvoir. Il va le faire avec beaucoup de difficultés, je ne le vois pas, au mieux, il va rester. Je le salue, merci à tous. Accordez-nous un instant d'attention, nous reviendrons sur ce point. Nous sommes à ma fête d'anniversaire, et bon, je ne l'ai jamais fait, mais je vais demander des cadeaux, et je vais vous les demander d'une manière un peu spéciale. Beaucoup d'entre vous savent sûrement que nous recueillons de l'argent pour la petite Sabrina. Donc, je vais laisser ici mon PayPal pour tous ceux qui voudraient me souhaiter un joyeux anniversaire pendant le direct, et je serai absolument ravie que vous le fassiez. Et un instant... D'accord, c'est bon, on l'a. Tout ce que vous donnerez à ce PayPal, comme depuis le début de la campagne, ira entièrement à la petite fille qui est déjà en Turquie, déjà hospitalisée. Mais il manque encore, je pense, environ 8 000 € en ce moment à récolter pour son opération. Alors, on va donner un petit coup de pouce. C'est ma fête et mon anniversaire. S'il vous plaît, même 1 €, mais s'il vous plaît. Il faut que ce soit des amis ou la famille qui donne, sinon PayPal prend une commission, ce que je n'aime pas du tout. En faisant une œuvre caritative, tout ce qui sera donné, vous verrez exactement où va chaque euro. Tout ira à la petite fille, je répète, mais il y aura des vidéos de tout absolument. Tous les virements vers le compte de la fondation seront détaillés en bas sur ma chaîne Telegram. Vous avez déjà les premiers et sans aucun doute, vous aurez aussi les autres. Dès demain, je publie tout. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu tout faire. Donald Trump et Maria Corina Machado, à qui il a littéralement posé un lapin. Je l'ai vu hier, mais bon, j'ai envie d'en profiter encore une fois. Et ensuite, nous passerons à la question très importante de ce qui va se passer à partir de maintenant avec le pétrole vénézuélien et tout le sujet du Venezuela. Allez, on y va. La position de Maria Corina Machado, n'est-ce pas? nous n'avons pas non plus parlé avec elle pour le moment. Monsieur le Président, Il lui serait très difficile d'être dirigeante, car elle n'a ni soutien ni respect dans le pays. C'est une très bonne femme. Mais c'est une femme très agréable, mais elle n'a ni le respect ni le soutien dans le pays. Maria Corina, ma fille, s'il te plaît, c'est une femme très agréable, mais elle n'a ni le respect ni le soutien dans le pays. Donc très bien, merci beaucoup pour l'effort. Mais il vaut mieux que tu ailles te faire voir, parce qu'il est très peu probable que depuis les États-Unis, ils fassent quoi que ce soit pour te mettre, toi. Parce que tout indique, vu la situation actuelle et la façon dont les événements se déroulent, qu'il y a 2 questions principales. D'une part, et je vous l'ai toujours dit, Donald Trump me semble être un véritable fanfaron. Et nous allons maintenant détailler cela un peu plus. Et d'autre part, les conversations essaient aussi d'être menées par les voies officielles. A priori, il semble qu'ils aient renversé Maduro, mais ils ont laissé la numéro 2 de Maduro. Et on suppose qu'à partir de maintenant, la situation au Venezuela va complètement changer. Je ne sais pas, Rick, ça semble faux. Je veux dire, ceux qui célèbrent le départ de Maduro alors qu'ils ont Adelphi Rodriguez, la parfaite continuité de Maduro comme vice-présidente. Eh bien, je ne sais pas exactement ce qu'ils s'attendent à voir changer dans le pays. Quoi qu'il en soit, nous avons Marco Rubio avec les déclarations suivantes qui me semblent absolument glorieuses. Marco Rubio, eh bien, il a été là. En effet, il a adressé quelques mots très gentils à Madame Maria Corina Machado. Et il s'est exprimé en ces termes. Je cherche où se trouve l'intervention que j'avais mise de côté, car il s'est exprimé en disant que Maria Corina c'est très bien. La vérité, cette femme est spectaculaire, mais en réalité, elle ne vaut même pas la peine. En gouvernance, Maria Corina Machado est fantastique, merveilleuse. Laisse-moi t'expliquer. Je la connais depuis des années, et elle est tout le mouvement. Elle est tout le mouvement, mais elle ne le présente pas. Tu comprends ? Mais ici, on affronte la réalité. Nous voulons une transition vers la démocratie, mais la majorité de l'opposition est en exil. Et nous devons penser aux 2 ou 3 prochaines semaines, aux 2 ou 3 prochains mois. Les premières étapes consistent à sauvegarder les intérêts nationaux des États-Unis. Tu crois vraiment qu'ils vont mettre là les intérêts nationaux des rois Tolados ? Qui a bien pu croire ça ?
Allez, il a cru à une histoire à dormir debout. Mais il a avalé un gros mensonge des États-Unis jusqu'à en avoir plein la gorge. En même temps, il s'agit de bénéficier au peuple vénézuélien, bien sûr, tout en servant les intérêts des États-Unis. Bien sûr, et moi je suis Blanche-Neige, vous voyez les 7 nains? Plus de trafic de drogue, plus de présence de l'Iran et du Hezbollah là-bas, plus d'utilisation de l'industrie pétrolière pour enrichir tous nos adversaires. Donc, ce qui va se passer à partir de maintenant, dit Marco Rubio, c'est que le Venezuela va changer. C'est-à-dire que le Venezuela, en ce moment même, est déjà différent. Tu me comprends? C'est-à-dire, une fois que Maduro a été écarté du pouvoir, ce qui est effectivement un fait extrêmement grave au niveau international. Ce que tu veux. Une fois Maduro arrêté et écarté, c'est sa seconde Elsie Rodriguez qui prend la relève. Et les choses commencent à évoluer d'une façon que tu ne peux même pas imaginer. C'est-à-dire, la situation évolue, la situation implose. Et à partir de maintenant, ce qui était le socialisme de Maduro va se transformer en capitalisme américain, bien sûr. Enfin, allons, si ce n'est pas une sacrée farce et un théâtre grand comme une foutue cathédrale. Que quelqu'un descende et me l'explique, parce qu'à l'évidence, il n'arrive absolument rien de bon au Venezuela. Il y a des hélicoptères qui volent pratiquement ici, juste devant les soldats vénézuéliens. Rien, les gars font la sieste la nuit, peu importe, c'est bien. Aucune armée n'est aussi inutile que l'armée du Venezuela, pourtant elle ne l'est pas. Et maintenant, ça m'énerve vraiment qu'on essaye de les vendre comme les idiots du moment qui étaient là à faire du point de croix. Tu sais que les commandants du Venezuela ne valent même pas la peine? Eh bien c'est faux, entre autres choses, parce qu'ils ont reçu une très bonne formation de la part de certains très bons commandants de la Fédération de Russie. La Russie n'a pratiquement pas de contingent militaire au Venezuela, mais celui qu'elle a est plutôt bon et il leur a appris beaucoup de choses. Ces types, ne me faites pas rire, et puis Maduro, comme si de rien n'était, se promène aux États-Unis. Non, on ne le voit pas. Une putain de goutte de souffrance sur son visage. Eh bien d'accord, il s'est complètement mis dans le rôle du martyr, d'accord? En plus d'avoir été chauffeur routier et président, il a aussi réalisé une remarquable performance d'acteur. Eh bien, je crois vraiment, avec tout le respect et toute ma douleur pour le peuple vénézuélien, parce que cette situation me fait vraiment mal à l'âme. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, soit pour causer le moins de tort possible à son propre pays, je ne saurais te dire, Marie-Carmen, jusqu'à quel point c'est vrai ou non. Ou peut-être voyait-il qu'on le ferait sortir de force sinon. A-t-il négocié sa sortie avec les États-Unis? Et fondamentalement, ce qui se passe maintenant, c'est un changement de régime. Eh bien, je ne sais pas, comme mon minou bronzé, tu sais que ça n'existe pas. En gros, le changement de régime va être la continuité du même régime, sauf que maintenant. Et c'est pour ça que je vous disais que Donald Trump est un type absolument médiatique et je trouve ça très important de le souligner. Car une fois Maduro évincé, promené partout, les Chinooks en vol et l'opération lancée, tout avance soi-disant très vite. Eh bien, je ne sais pas. Tu me diras exactement à quel moment. Est-ce qu'il va y avoir des mesures sérieuses prises pour contrôler d'une certaine manière la situation au Venezuela? J'ai l'impression que tout cela a été organisé comme toujours avec Donald Trump. Je vais te donner un exemple clair. La Thaïlande et le Cambodge étaient en guerre, échangeant des attaques absolument réciproques. Alors Donald Trump est arrivé et a dit « Bon, les gars, arrêtez de vous battre, parce qu'en vérité, le pacificateur est arrivé, tu vois. Le pape a posé ses couilles sur la table, donc on va régler ça très vite, et il semble qu'effectivement les deux pays aient signé des accords de paix. Je ne sais pas quels autres papiers il y avait là, parce que moi, j'en sais rien. Alors, à un moment donné, il se trouve qu'il se passe une semaine ou deux. Et tu peux croire qu'après tous les efforts du président américain, qui ont duré environ 5 heures, tout le temps de Donald Trump. Tu sais que c'est très cher, non? Je veux dire, ça coûte énormément. Alors, une fois que la X semaine est passée, je ne me souviens plus si c'était la 3e ou la 4e. Ils reprennent les hostilités. La Thaïlande et le Cambodge s'entretuent encore. Mais honnêtement, qui ça intéresse? Oui, ça a compté, exactement, jusqu'au moment précis où Donald Trump a pu vendre. Qu'il a réglé les choses dans 8 conflits différents, 8 dont je ne sais même pas si cet homme comprend vraiment ce qu'on lui dit qui arrive aux États-Unis, du Venezuela, eh bien il se prend 4 lignes et tout se mélange dans sa tête,
mais 8 conflits. Moi, je ne me souviens même plus d'où il les a sortis. La réalité, c'est qu'évidemment, Donald Trump n'a terminé aucun foutu conflit au niveau international. Et maintenant, avec toute cette énorme opération de changement de régime, avec l'extraction de Maduro, avec l'enlèvement de Maduro, parlons franchement. En fait, c'est Delcy Rodríguez qui a continué à gouverner le Venezuela, et je te dis même plus, ils sont ravis, les salauds des États-Unis. Ils semblent vouloir convaincre le monde, surtout avec Marco Rubio en tête, quelque chose comme le nouveau vice-roi du Venezuela. Eh bien, ils sont ravis de négocier avec la Delphi, sauf que maintenant Donald Trump agite son petit doigt comme ça et dit que Delphi ne nous écoute pas. C'est comme quand il dit « si l'Ukraine ne nous écoute pas, je sais pourquoi » ou quand il dit « je suis très mécontent de Vladimir Poutine ». Allez, tu sais que ces mots, eh bien, on peut tranquillement s'essuyer les fesses avec et tout va bien et il ne se passe absolument rien. Rubio prend le contrôle de elle. Mon Dieu, comment dit-on challenging? Le défi, le plus grand défi, c'est d'être le nouveau vice-roi du Venezuela. Et il paraît qu'on va le nommer envoyé en Espagne, et il semble que tout soit déjà parfaitement organisé. Donc, pour que Rubio prenne effectivement en charge le Venezuela, qui, soit dit en passant, est un État indépendant, mais en plus d'être un État indépendant, avec qui Rubio va-t-il négocier? Ce n'est pas avec María Corina Machado. C'est-à-dire, ils ne vont absolument mettre personne. Mais la transition démocratique au Venezuela va se faire avec le même gouvernement de Maduro, simplement sans Maduro. Je ne sais pas, tu es sérieuse? Ceux qui se sont inventés cette histoire, et surtout ceux qui essaient de nous la vendre comme une histoire crédible. Ils pensent vraiment qu'on est complètement débile, genre totalement, qu'on ne sait même pas additionner 2 et 2 ni faire quoi que ce soit correctement. C'est évident que ce qu'ils font maintenant, c'est exactement le genre de choses que Donald Trump ferait. Ils ont sorti 4 gros titres, et maintenant, en plus, ils commencent à balancer de la merde dans tous les titres. Cuba, Mexique, Colombie, préparez-vous. Mexique, ici on contrôle déjà la situation. Je ne saurais pas te dire, j'en suis déjà à la 5e branlette. Ça va être apothéotique, mais en vérité, ni Cuba pour l'instant, ni le Mexique pour l'instant, ni la Colombie, on verra bien. Ce que nous avons, c'est la glorieuse opération américaine au Venezuela qui a été parfaite, tellement parfaite qu'on dirait même que ce n'est pas réel. Et c'est le point clé de tout cela. Et cela n'a même pas abouti à un changement de pouvoir, ni à un véritable changement de régime. Maintenant, on va obliger Delphi, en théorie, à organiser des élections. Mais tu sais ce que je te dis? On va voir ce qu'ils vont foutre. Celle-là, elle est bonne, on va voir ce qu'ils vont foutre. Si Delphi dit qu'ici, vous pouvez aller vous faire voir dans tout ce putain d'États-Unis et qu'on continue, faites comme vous voulez, car c'en est une autre. Ils ajoutent des pays à la liste, je ne sais même pas comment ils n'ont pas encore dit Thaïlande, Cambodge, je ne sais pas, Bali, Indonésie. Donc, maintenant, il y en a aussi certains du gouvernement de Trump qui parlent du Groenland, de savoir s'ils doivent l'annexer ou pas. Quoi? Trump a encore parlé du fait que le Groenland est absolument stratégique. C'est un point très important pour les États-Unis. Enfin, c'est le genre de choses habituelles. Ils mènent une action que les médias peuvent vendre, ce sont les images de Maduro, une action médiatique très puissante, très réussie. Et si tout cela a été fait de manière concertée, alors c'est vraiment un succès encore plus grand. On ne peut qu'applaudir Trump à cet égard, en ce qui concerne l'opération qu'il a lui-même planifiée et menée, pas que ce soit bénéfique pour qui que ce soit, sauf pour les États-Unis. Ah d'accord, je voulais répondre à ce genre de commentaires très rapidement pour clarifier quelques points. Donc, la question clé est que tout indique que les États-Unis ne vont rien faire du tout au Venezuela pour le moment. Et le plan consiste simplement à secouer la ruche de l'abeille reine, soi-disant, mais de façon à ce que tout change absolument, sans que rien ne change vraiment. Parce qu'en réalité, des accords au niveau des élites mondiales, des accords sur le pétrole vénézuélien existaient déjà. Attention, nous allons ici analyser une autre question sur le pétrole vénézuélien, qui a à voir avec la question de la Russie et celle de la Chine. Mais avant, en ce qui concerne la Russie et la Chine, s'ils avaient vraiment été là, je suis fatiguée de lire ces conneries, mais j'ai envie d'y répondre très brièvement.
Les alliés du Venezuela auraient dû installer des bases militaires dans ce pays pour le défendre contre les États-Unis. Ils se sont limités à de la rhétorique facile et à l'envoi de vieux fusils inutiles. Tout est superficiel, de la propagande pour les gros titres de Russia Today et rien de plus, on va voir. Tout d'abord, la Russie et la Chine auraient installé toutes les bases qu'elles voulaient au Venezuela si le Venezuela lui-même l'avait demandé. Elle n'a pas de présence militaire importante sur le continent, au Venezuela, en particulier dans le pays alors dirigé par Nicolás Maduro, parce que Nicolás Maduro lui-même, chaque fois qu'il parlait d'augmenter le contingent militaire de la Fédération de Russie, il faisait marche arrière. Il essayait d'éviter la question comme s'il n'avait vraiment pas besoin de beaucoup d'aide. Je pense qu'il y avait environ 5000 missiles antiaériens portables, ces tubes capables d'abattre facilement un hélicoptère, et un Chinook encore plus, tant ils volaient parfois si bas qu'ils ont même été touchés par des pierres. Au Venezuela, il s'avère qu'ils n'en ont absolument utilisé aucun. La Russie a envoyé de la défense aérienne, elle était hors service, et maintenant c'est la Chine. Ils ont aussi envoyé beaucoup d'aide et ils auraient pu en envoyer encore beaucoup plus. Où est-ce que je veux en venir? Mais il se trouve que pour cela, il faut le demander, et il se trouve que pour cela, il faut accepter qu'on t'aide. Et pour une raison ou une autre, mature, je ne voulais pas faire ça. Et j'en apporte la preuve. Et pas seulement ça, mais maintenant, il va falloir qu'une correspondante de guerre, après 4 ans de guerre, vienne expliquer quelque chose à ce sujet. J'espère que quelqu'un fera un extrait et le diffusera sur les réseaux, car il faut que ce soit très clair. Peu importe la quantité d'armement envoyée par la Fédération de Russie, que ce soit la Chine, la Corée du Nord ou n'importe qui d'autre, si tu n'appuies pas sur ce foutu bouton, ça ne marche pas. C'est de ça dont beaucoup de gens ont parlé sur les réseaux. C'est que les S-300 russes, c'est vraiment de la merde, putain. Si tu ne mets pas un Vénézuélien aux commandes, évidemment que ça ne marche pas. Putain, vous pensiez vraiment que les S-300 de la Fédération de Russie allaient fonctionner tout seuls? C'est vrai qu'on sait fabriquer des armes, mais pas à ce niveau. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, même s'il n'y a qu'un soldat et demi. Là, il est évident que tout était planifié et parfaitement organisé. Mais maintenant, voilà que Peña vient me raconter que bon, que non, que c'est la Fédération de Russie. En Chine, ils n'ont absolument rien fait et ils ont simplement trahi Maduro, comme si Maduro et le Venezuela en général ne comptaient absolument pas. Ça me casse vraiment les pieds. En plus que ces commentaires viennent précisément d'Amérique latine, alors que c'est là que beaucoup de gens ne cessent de parler. De ce truc, comme quoi nous ne sommes la colonie de personne, que l'Espagne devrait demander pardon parce qu'elle nous a colonisés à l'époque, qu'elle a commis des atrocités en Amérique latine. Et nous avançons par nous-mêmes. D'accord? Maintenant, nous allons parler de l'affaire PayPal un instant. Le fait est que, enfin, ils disent littéralement qu'ils sont totalement indépendants et bordel, c'est exactement ce que je défends. Moi aussi. Latina et les pays qui composent l'Amérique latine sont indépendants, sont souverains, sont libres et devraient être libres dans l'exercice politique, dans l'exercice militaire, en définitive, ils sont libres et souverains. On s'arrête, point final. Mais merde, alors, ne viens pas me dire que quand les choses tournent mal, tu dois rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Les DS-300 russes envoyés ne marchaient pas et le manpad nécessitait un soldat vénézuélien pour l'utiliser. Ne me fais pas marcher. Ils les ont envoyés avec les soldats russes qui devaient venir les activer. Bien sûr, il ne manquerait plus que ça et c'est quelque chose que je voulais préciser. Il est très clair que dans la grande majorité des cas, les gens ne s'imaginent pas pourquoi les choses n'arrivent pas. Au Venezuela, les choses n'avancent pas. Notamment parce que Nicolás Maduro n'a pas signé d'accord avec la Russie pour qu'elle intervienne militairement si le Venezuela rencontrait des difficultés. Chose que la Russie, par exemple, a avec la Corée du Nord, ce même pacte avec la Biélorussie. Elle a aidé le Kazakhstan, mais cela ne prouve pas que la Russie est fiable. Non mec, ne me prends pas la tête, la Russie a parfaitement aidé le Kazakhstan en 2022, si je ne me trompe pas, peu avant l'opération militaire spéciale, quand l'Occident est venu là-bas pour semer la pagaille. Et pratiquement, ils renversent encore une fois le gouvernement du Kazakhstan et en mettent un nouveau en place, celui qui leur plaisait le plus. Alors, à ce moment-là, le mécanisme prévu dans les traités signés a été activé et la Fédération de Russie est effectivement entrée en action. Et la Fédération de Russie a effectivement aidé. Qu'on ne vienne pas me dire que la Russie ne tient pas parole, car cela n'a aucun rapport avec la réalité. Et ici,
Je vous rappelle encore une fois que ce que vous voyez ici avec PayPal, c'est parce que nous collectons de l'argent pour cette petite fille. Sabrina est déjà arrivée en Turquie avec sa mère, comme vous le voyez sur ces images. Elle va être opérée. Elle doit être opérée. Mais il manque encore, sur les 30 900 $ que nous étions en train de collecter, il manque environ 8 000 $. Nous faisons un travail immense, absolument incroyable, mais je vous demande, s'il vous plaît, un dernier effort, la voilà. J'étais épuisée après tous les vols pour arriver en Turquie. Maintenant, ils sont déjà en train de l'hospitaliser, c'est-à-dire qu'ils vont lui faire tout le préopératoire, mais ils ne peuvent pas l'opérer tant que nous n'avons pas la somme exacte. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire. Je vous demande simplement un don PayPal pour aider cette fillette. Et j'espère que nous pourrons clôturer cette collecte le plus vite possible et lui offrir un avenir meilleur. Parce qu'en ce moment, elle a vraiment besoin d'aide. Elle n'a absolument personne, ce sont 2 personnes du Kazakhstan, elles n'ont ni la Fédération de Russie, ni la Chine, ni le Venezuela, absolument personne. Alors, s'il vous plaît, aidons ces 2 femmes. Et je vous demande de tout cœur de le faire aussi comme un cadeau d'anniversaire. Si à un moment donné vous aviez envisagé de soutenir mon travail d'une manière ou d'une autre, je vous serais très reconnaissante que ce soit précisément en ce moment. Cela dit, merci beaucoup d'avance. Je vais mettre de côté un instant le sujet de PayPal parce que je veux vous parler de quelque chose que j'avais préparé, en particulier avec des conséquences terribles que cela finira par avoir pour l'Occident collectif. La Fédération de Russie a été attaquée, je vais boire de l'eau. Nous devons encore commenter cela et il nous reste la question de l'Iran, bien sûr le sujet vénézuélien que nous allons aborder tout de suite. Mais bon, avant cela, nous allons parler de ceci. Je pense que cela va faire beaucoup de bruit à un moment donné. En fait, cela en a déjà fait et maintenant tout ne fait que commencer. Et les conséquences qui vont arriver, sans aucun doute, vont être absolument terribles. Et nous sommes ici pour le prévenir et nous sommes ici bien sûr pour en parler. Cadeau pour Liudelveil, un grand merci à tous ceux qui effectivement me font ce cadeau si spécial. Cela dit, j'espère que vous êtes bien préparés car nous commençons avec ce sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui en particulier. Et ensuite, nous allons continuer avec le Venezuela et aussi bien sûr avec l'Iran. Un petit instant. Un autre navire de la Fédération de Russie attaqué par l'OTAN, des citoyens russes tentant d'être arrêtés par la Finlande. Dans ce cas, avec tout ce qui se passe sur la scène internationale, il semble que l'OTAN n'ait absolument rien appris, même pas un peu de cette leçon. Nous allons examiner en détail ce qui s'est passé, car ils sont en train d'embêter à nouveau la Fédération de Russie. Et surtout, quelles conséquences cela va-t-il avoir au niveau international? Restez jusqu'à la fin, car c'est là que je vais vous révéler quel est le rapport entre les Wagner et toute cette histoire. Parce qu'en effet, l'agression semble maintenant être menée par l'Occident collectif. Mais la réponse sera définitivement entre les mains de la Fédération de Russie et elle sera extrêmement dure. Je vous le dis tout de suite, nous allons tout lancer. Les images de ce qui s'est passé parlent d'elles-mêmes. La Fédération de Russie est à nouveau attaquée par l'OTAN. Le service des frontières de la Finlande a publié des images héroïques de l'abordage et de la capture du navire civil. Fitburg est parti de Saint-Pétersbourg et s'est avéré suspect, pour la Finlande, d'une autre supposée coupure de câbles de communication entre Tallinn et Helsinki. Parmi les 12 membres de l'équipage, il y avait des citoyens de Russie, d'Azerbaïdjan et aussi du Kazakhstan. Tous ont été interrogés. Jusqu'à présent, on sait que la Finlande a arrêté 2 membres de l'équipage du navire. Tous 2 sont des citoyens de la Fédération de Russie, dans le cadre de l'enquête sur les dommages causés aux câbles. Et 2 autres personnes se sont vues interdire de quitter le pays pour le moment jusqu'à nouvel ordre. Selon les informations les plus récentes, le navire Fitburg se trouvait en dehors des eaux territoriales finlandaises au moment de la capture.
Par conséquent, les actions de la Finlande violent gravement la législation internationale, le droit maritime. Elles relèvent de la définition de la piraterie. Et c'est ici que nous arrivons à un précédent qui est de nouveau établi par l'OTAN, attaquer un pays dont les navires se trouvent en plus dans les eaux internationales. Nous ne parlons même pas ici de pétroliers, mais d'une supposée coupure de câble, chose qu'il est impossible de confirmer. C'est quelque chose qu'ils peuvent pratiquement sortir de leur chapeau, qu'ils peuvent inventer à tout moment, ce qui crée un précédent extrêmement puissant et très dangereux. C'est qu'à partir de là, l'OTAN semble croire qu'elle a raison. En tout cas, elle se croit en droit de stopper la Fédération de Russie et les navires appartenant à ce pays, ainsi que l'équipage, également de nationalité russe, de les interroger, de les retenir sur le territoire de n'importe quel pays de l'OTAN. Ici, il s'agit de la Finlande, c'est-à-dire, ils essaient d'en imposer, ils essaient de monter sur le dos de la Russie. Et la réponse, ils ne s'y attendent pas encore, mais sans aucun doute, elle va arriver. Et cela peut arriver. En plus de plusieurs aspects, dont le dernier, je pense, en surprendra plus d'un, car il inclut les combattants de la société militaire privée, Wagner. En fait, tout cela s'est déroulé sans accroc pour une raison clé, en particulier pour deux raisons principales. La Fédération de Russie, pour l'instant, n'a mené aucune réponse symétrique à ce type d'attaque menée par l'OTAN, dans des eaux principalement internationales. Nous avons vu comment l'Ukraine, il n'y a pas si longtemps, attaquait les navires russes les uns après les autres avec ses drones, des navires de caractère absolument civil, luttant ainsi contre la flotte russe. Cela se faisait dans l'ombre. De plus, il ne naviguait même pas sous pavillon de la Fédération de Russie, ce qui, bien sûr, rend ces faits encore plus graves et plus dangereux. D'un autre côté, nous devons mentionner le fait que si les inspections se normalisent à partir de maintenant, ce sera une tentative définitive de la part de l'OTAN de dissuader la Fédération de Russie de parcourir au moins la mer Baltique, qui est l'une des routes que le pays utilise fréquemment, notamment pour transporter des marchandises, y compris le pétrole. Mais c'est quand même incroyable qu'à un moment donné, l'OTAN doive, pour une raison ou une autre, lui indiquer cela à cause des sanctions. Je ne sais pas trop pourquoi. À la Fédération de Russie, on veut lui dire ce qu'elle doit faire de son pétrole, non? C'est-à-dire, nous parlons effectivement de faits absolument inconcevables. La Fédération de Russie pourrait répondre oui, de quelle manière? Parlons-nous de la possibilité d'une réponse asymétrique? Absolument toute réponse pourrait être envisagée sur le territoire ukrainien, ce qui est certainement très asymétrique. Mais nous savons que cela ferait très mal à l'OTAN, par exemple en éliminant des effectifs de l'OTAN, ce serait très efficace. D'un autre côté, il y a aussi ces questions de sabotage sur le territoire des pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Cela pourrait être des usines stratégiques qui prennent feu et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé là-bas. Ils auraient été lancés, supposément depuis d'autres portes de navires russes, mais dans la grande majorité des cas, cela n'a pas encore été confirmé jusqu'à présent. Mais la Russie, effectivement, pourrait-elle faire ce dont on l'accuse sans l'avoir encore fait? Eh bien, effectivement, elle pourrait se mettre en marche, mais surtout, la réponse, dans ce cas assez symétrique, de la Fédération de Russie. Cela pourrait inclure le compagnie militaire privée Wagner ou les militants qui restent encore de cette organisation, dans le sens où le compagnie militaire privée Wagner, rappelons-le, est une organisation militaire privée. Eh bien, c'était avant les événements du 24 juin absolument tragiques, de toute évidence, qui, en plus d'autres activités, s'occupe de la sécurité privée des dirigeants de très haut niveau et surtout se consacre à former les militaires de chaque pays. Au Venezuela, cela n'a pas très bien marché. Mais je doute que ce soit la faute de la société militaire privée. Wagner, donc, s'occupe de former la garde rapprochée des présidents et aussi d'instruire ses militaires spéciaux, ses forces spéciales. En plus, comme ils doivent intervenir sur des cibles prioritaires, des ports, des stations de tout premier ordre, en somme bien sûr, ils assurent aussi la protection d'objectifs de haute priorité. Dans ce cas,
On pourrait parfaitement comprendre qu'il s'agit des navires les plus importants ou simplement des navires de la Fédération de Russie. Ici, les combattants du groupe Wagner, ou ceux encore présents officieusement, alors que le groupe n'existe plus officiellement, maintenant en tant que tel, ils pourraient monter à bord de ces navires de la Fédération de Russie, qu'il s'agisse de pétroliers ou non, afin d'assurer effectivement leur sécurité. Parce que je vous assure une chose, tous ces militaires, toutes ces forces spéciales de la Finlande et d'autres pays de l'OTAN se montrent si héroïques et sont si fiers. Pour une raison très simple, sur ces navires civils de la Fédération de Russie, absolument personne n'est armé et par conséquent, personne ne s'attend à ce qu'il y ait une quelconque réponse à ces actions. De la piraterie la plus basique et la plus ouverte qu'ils sont en train de mener. De plus, dans les eaux internationales, violant ainsi toute la légalité existante et à venir. Mais imaginez que sur l'un de ces navires appartenant à la Fédération de Russie, par hasard, soudainement par exemple, un type apparaisse avec une mitrailleuse. Et là, la garde-frontière finlandaise, eh bien, elle ne doit pas seulement faire face à un navire civil et à son équipage, mais elle doit aussi affronter des militaires bien armés et bien préparés, ou à l'escorte personnelle, ou bien à la sécurité privée. On peut l'appeler comme on veut, mais je pense que la question est en soi absolument claire et limpide. Il semble que la Fédération de Russie ne puisse pas faire grand-chose, mais en réalité, la Fédération de Russie a jusqu'à présent fait preuve de la patience qui, en fait, caractérise généralement ce pays. Elle a trop répondu et il se passe quelque chose qui s'est déjà produit avec l'Ukraine, par exemple, lorsque l'Ukraine a embêté pendant très longtemps en attaquant. Bon, très longtemps en termes relatifs, mais enfin, après l'attaque de plusieurs navires de la Fédération de Russie, des pétroliers, un navire transportant de l'huile, même avec des drones ukrainiens. Il s'avère que l'Ukraine ne se calmait pas jusqu'à ce que la Russie commence à bombarder le port d'Odessa et toutes les localités, toutes les zones avoisinantes. Quand il s'est avéré que la Russie a commencé à toucher des navires de caractère international, surtout des navires qui venaient en Ukraine directement depuis la Turquie, et à en juger par certaines explosions, par la nature des explosions, il pourrait transporter quelque chose de plus dangereux que du grain, de l'huile ou les générateurs dont l'Ukraine a tant besoin en ce moment. À cause de cet hiver très difficile qui, officiellement, lui a aussi été imposé, en raison du peu de volonté de négocier qu'a le régime de Kiev, et tout particulièrement Vladimir Zelensky. Il s'est avéré que l'Ukraine s'est soudainement calmée, et nous n'avons plus entendu parler des récentes, ou pas si récentes, attaques ukrainiennes contre des navires de la Fédération de Russie. Il semble que l'OTAN réclame sa propre pilule. Je doute fort que la Fédération de Russie entreprenne une quelconque agression directe contre un pays de l'OTAN. Mais il existe de très bonnes façons indirectes de répondre. Une mitrailleuse sur chaque navire civil escorté par cette sécurité privée, ou cela pourrait être une sécurité officielle, c'est-à-dire appartenant au ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Je pense qu'effectivement, cela pourrait être un très bon remède face à tant d'arrogance que l'OTAN montre en ce moment. En se croyant capable de commettre n'importe quelle atrocité, d'agir comme des pirates autant de fois qu'ils le souhaitent et autant de fois qu'ils estiment que c'est nécessaire contre la Fédération de Russie, effectivement, comme le bon ours qu'il est, il se réveille de façon très paresseuse, mais une fois que l'ours se lève, attention à la réponse qui pourrait arriver, car elle pourrait être mais alors très désagréable pour l'Alliance de l'Atlantique Nord. Un instant, je vous lis, et j'ai ça ici. Bien sûr, il y a d'autres sujets dont nous devons parler. Nous devons revenir au Venezuela, voyons voir. Il y a quelques commentaires qui m'ont échappé. Je vous prie de m'excuser pour cela. Je remets ici la bannière où je vous demande de l'aide pour la petite fille. Tous les dons PayPal iront intégralement à la petite fille. Et nous allons continuer à commenter l'actualité la plus récente, car il nous reste encore à parler de l'Iran. Nous avons ici Lila Paredes, merci beaucoup pour ton soutien,
Eduardo Decept, 177, 20 superbes adhésions. Lila Paredes avec 10 superbes adhésions. Comme toujours, une excellente analyse et un très joyeux anniversaire. Ma chère Lila Paredes, un immense merci pour ton soutien. Merci beaucoup pour ces félicitations et merci d'être maintenant aussi active lors des directs. Antonio Degante, j'espère que je l'ai bien lu, c'est que je n'ai pas mes lunettes en ce moment. Ils ont assassiné tout leur personnel de sécurité, enfin, assassiné tout le personnel de sécurité sans qu'aucun agent américain ne soit blessé, comme l'a raconté Donald Trump. C'est un mensonge de Donald Trump, mais je pense que cette information aurait fini par sortir de toute façon. Ou bien quelqu'un a trahi ce personnel de sécurité, car c'est aussi un mensonge qu'ils aient assassiné le personnel de sécurité en question. Et cela pourrait très bien sortir avec Nicolas Maduro. Il n'a pas quitté les États-Unis. Si c'était arrangé, il pourrait même rester au Venezuela. Parce que qui diable va poser la question? Antonio, merci beaucoup pour ta contribution. C'est-à-dire, je ne dis pas ça pour t'attaquer, loin de là, mais je pense que c'est mon avis. Les États-Unis ont détruit radars, navires, bases et soldats. Merci encore pour un autre commentaire, mais permets-moi de te dire que tout détruire absolument lors d'une opération aussi glorieusement rapide, eh bien, ça ne me paraît pas possible. J'ai passé beaucoup de temps à comprendre ce qu'est une vraie guerre. Et si on ne réagit pas sur le moment, c'est pour une raison qui n'a absolument rien à voir avec le domaine militaire. Une chose, c'est qu'ils aient tout détruit, absolument tout. Et une autre, c'est qu'aucun pauvre militaire n'ait pris un pauvre missile anti-aérien portable pour faire quoi que ce soit. Normalement, quand le pays est hors de contrôle, il y a forcément des troubles qui commencent dans quelque part. Et on remarque effectivement qu'ils ont été pris au dépourvu, mais ils essaient d'agir, même si c'est à la dernière minute. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Pour moi, cela reste très louche. Patricia Garcia, merci beaucoup pour ta contribution. Nous avons aussi Maura Ortiz, j'espère avoir bien prononcé, tu es magnifique. Une femme dans nos rangs vaut pour 3 membres, parce que nous sommes moins nombreuses sur cette chaîne, ce qui est absolument merveilleux. C'est ça qui est bien, il faut y aller par petites quantités. Merci beaucoup d'être devenu membre de la communauté. 160 aéronefs, 500 membres du personnel des États-Unis ont participé, mais sur 160 aéronefs, Antonio, merci. Nous poursuivons avec ce qui se serait passé au Venezuela. Sur 160 aéronefs, aucun n'aurait été totalement détruit, tous auraient volé très bas. J'ai du mal à y croire. C'est-à-dire, chaque détail que tu me donnes, je ne sais pas quelle est ton opinion personnelle, mais chaque détail que tu me donnes confirme ma théorie que, effectivement, ça a dû être un accord. Lila Paredes. Encore, 20 adhésions qui viennent d'être offertes pour la chaîne. Nous avons ici Saro et Luis avec 20 autres adhésions. Antonio précise, 16 gardes de Maduro ont été brutalement éliminés. Je ne crois pas que cela ne soit pas préparé, et au maximum, enfin, je ne vais pas te dire que c'est un mensonge que 16 gardes de Maduro aient été brutalement éliminés, mais quelqu'un a dû les trahir. Eh bien, pour moi c'est très clair, parce que la garde présidentielle, ce ne sont pas 4 pauvres types. Ils reçoivent un entraînement et il se pourrait qu'ils aient reçu un entraînement précisément lors de stages accélérés en Russie. En Russie, ils sont très bons pour ça. En Chine, ils sont très bons pour ça. C'est-à-dire, peu importe lequel tu prends, peu importe le pays allié dont il s'agit, il est très peu crédible qu'ils aient pris Maduro complètement au dépourvu et qu'absolument aucun des agents de sécurité n'ait été au courant de quoi que ce soit à ce sujet. Sincèrement, ça me paraît louche, peu importe comment tu me le présentes. Merci pour le mode lent. Et seulement les abonnés. Louis Ibaïa, mes doigts retire ou Ruby Louis. Tu dois remercier l'équipe pour ça, parce que je pense qu'ils ont bidouillé quelque chose là-bas. Merci beaucoup Louis, d'une part pour le travail que tu fais en modérant, et d'autre part merci à mon équipe pour donner un coup de main. J'expliquerai 100 fois que les Occidentaux, en particulier les Latino-Américains, ont comme modèle de protection la confiscation de la souveraineté que promeut les États-Unis. Je ne sais pas à quoi tu fais référence, Sergio Silva. D'une part, un grand merci pour ta contribution. Mais tu expliqueras 100 fois que les Occidentaux, en particulier les Latino-Américains, ont comme modèle de protection la confiscation de la souveraineté que promeuvent les États-Unis. J'imagine que tu le dis en dénonçant le cas en question.
Et oui, c'est vrai que les modèles d'action qu'ils ont ne sont pas seulement défaillants, mais dans leur grande majorité carrément terroristes. Il n'est pas nécessaire d'expliquer cela, car cela ne devrait avoir ni explication ni pardon de Dieu. Et je crois que là-dessus, nous sommes absolument d'accord. Toi et moi, demain, sûrement du oui. En vertu de l'article 234 de la Constitution et de l'article 233, c'est-à-dire pour absence temporaire et non permanente. Élection dans 30 jours temporairement, 90 jours prolongeables par l'Assemblée nationale de Coucou. Merci beaucoup pour ce détail, je trouve cela très bien. Je veux dire qu'en effet, depuis le Venezuela, on continue de raconter que Nicolás Maduro doit encore revenir. Et d'après ce que je comprends, ces 90 jours renouvelables par l'Assemblée donnent à Delcy beaucoup plus de pouvoir, parce que si c'était un serment permanent, elle devrait convoquer des élections plus tôt. C'est-à-dire que bon, cela pourrait aussi correspondre au fait que quelque chose soit effectivement organisé. Édouard Decept, 177 encore, 20 adhésions à la chaîne, un grand merci. Merci d'être ici avec tes précieuses contributions. C'est si difficile d'accepter qu'il n'avait pas d'armée. On ignore Maduro en train de donner des armes à des personnes âgées et des femmes corpulentes. Les quelques soldats qu'ils avaient se sont dégonflés. La réalité est plus simple que tes gymnastiques mentales, c'est que ne pas avoir d'armée, tout simplement, ce n'est pas vrai. C'est si difficile d'accepter que ce que montrent les médias occidentaux et ce que la propagande occidentale essaie de nous faire croire n'a, dans la grande majorité des cas, absolument rien à voir avec la réalité. Je veux dire que même si toi et moi voyons 1000 vidéos de Maduro distribuant des armes à des femmes corpulentes, je t'assure, et je te le dis de première main, qu'il y a de très bons militaires au Venezuela. C'est-à-dire, voyons, prends une carte, regarde combien de territoires possède le Venezuela, regarde combien d'habitants il y a au Venezuela. Et honnêtement, ces commentaires me semblent extrêmement injustes et extrêmement racistes. C'est-à-dire, il semble qu'ici, pour une raison quelconque, nous devons accepter l'idée que ce qui est meilleur vient forcément des États-Unis ou de l'Occident. Et tout ce qui concerne l'Amérique latine, eh bien, ce n'est forcément pas assez bien. Ce sont 4 pauvres types, ils ne valent absolument rien, non pardon aux mercenaires, ceux qui maintenant périssent en Ukraine en grand nombre. En grand nombre précisément, ils viennent des pays d'Amérique latine et ce ne sont pas enfin, même s'ils sont envoyés comme chair à canon, ce sont des types qui en effet ont vu pas mal de combats. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux ont-ils assez de cran pour se mettre en première ligne ? Beaucoup d'entre eux ont assez de cran pour affronter même l'armée ukrainienne une fois qu'ils considèrent qu'ils ne vont pas obéir à leurs ordres. Je ne parle même pas des Colombiens motivés que j'ai vus de l'autre côté, car il y en a sûrement aussi en Ukraine, et je ne les considère pas comme des mercenaires. C'est-à-dire, si un gars vraiment, eh bien, à mon grand regret, il a cru à la propagande occidentale, et il pense qu'il sauve l'Ukraine de n'importe qui, et il ne le fait pas pour l'argent. Je ne le considère pas comme un mercenaire, mais comme un volontaire dans la Fédération de Russie, et j'ai vu énormément de volontaires, et je t'assure que ces volontaires sont tout sauf des types qui n'ont pas de courage. Alors, cette histoire de donner des armes à des vieilles dames et à des femmes grosses, oui, on va l'ignorer, parce que c'est simplement une arme de propagande utilisée par l'Occident au Venezuela. À l'armée, qui peut être meilleure ou pire que celle des États-Unis, je ne te le conteste pas. Mais ce qui n'est pas crédible, c'est que l'armée vénézuélienne soit quelque chose comme ça. Comme 3 soldats mal placés, tous gros et avec des arythmies. Parce que 160 aéronefs qui ont été déployés là-bas, qui ont participé à cet assaut et qu'aucun n'ait été abattu. Merde, en Ukraine, il paraît qu'une vieille femme a pris une boîte de cornichons et a abattu un drone de la Fédération de Russie. Tu sais, je ne sais pas ce que je te dis. Évidemment, c'est difficile de croire cette histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que ces hélicoptères Chinook étaient très faciles à abattre. Et ça, ce n'est pas à cause de Maduro. Ça, même une vieille dame aurait pu le faire si elle avait une mitrailleuse ou un manpad en imaginant un minimum comment il s'est écrasé alors. Eh bien non, on ne va pas y croire parce que ce n'est pas si simple. Et la réalité est parfois très simple, mais parfois, il faut aussi aller un peu plus loin dans l'analyse. Lila Paredes, merci beaucoup une fois de plus. Timba Timbero, merci à toi aussi pour ta participation. Antonio de Gente. Selon les rapports préliminaires de l'opération, ce qui a permis de localiser Maduro n'a pas été une dénonciation d'un colonel déloyal, mais la fusion, une fusion.
Un instant, je vais lire des pétaoctets de données, Maven Smart System et Palantir. Est-il possible qu'ils aient effectivement localisé Maduro de cette façon? Je ne te le nie pas, le renseignement américain fonctionne et la RLI a probablement aussi aidé. Mais ce qui me paraît étrange, c'est qu'une fois que Maduro a été localisé, que tout le reste, toute la mise en scène, eh bien, rien d'autre n'a été perturbé, même pas le moindre détail, et il n'y a eu même pas la moindre résistance. Fédé, non en cours de traitement. Ceux qui disent que Poutine s'est dégonflé affirmaient aussi que la Russie était vaincue et allait s'effondrer économiquement. Il est parti. Mac-merde, je ne sais pas ce que c'est Mac-merde. Ils se battent avec des machines à laver en Ukraine et ils ne mangent que du borsch. Bon, le borsch, c'est une soupe, mais l'autre chose est écrite comme en ukrainien et je ne sais pas le lire. Ce sont les mêmes experts qui s'informent via des vidéos de 15 secondes sur TikTok. Je suis d'accord. Fédé, non en cours. Je te dirai Fédé, le perspicace, si tu me permets. On te laisse ce nom-là. Merci beaucoup pour cette énorme contribution, je pense. Je répète que tu as complètement raison et ça me gonfle vraiment. C'est exactement comme ça. Seule victime, le peuple vénézuélien, je suis d'accord. Poutine a une patience qui me rend folle, c'est vrai aussi. Et les navigateurs devraient avoir des armes, cet argent aide la petite fille et que Dieu la bénisse. Joyeux anniversaire Liu, merci beaucoup pour ton soutien. Moronitos, je crois que tu t'appelles Moronitos 1, merci infiniment pour ton soutien à la petite fille, je t'en suis particulièrement reconnaissante. Et qu'en est-il de la patience de Vladimir Poutine? C'est le ressenti de la plupart des gens, surtout ceux soutenant la Fédération de Russie. Mais bon, c'est ainsi que le destin en a décidé, nous avons un chemin qui consiste effectivement à nous armer de beaucoup de patience. Grande peine pour le peuple vénézuélien, car je doute qu'ils vivent mieux désormais, mais nous verrons. L'opération Southern Spear, par un déploiement de forces brutes, était un réseau de capteurs alimentant une intelligence artificielle capable de prédire les défaillances logistiques avant qu'elles ne se produisent. Merci à Sipos. Oui bon, ça a l'air vraiment génial. Mais ensuite, quand tu demandes quelque chose au chat génératif Pre-Train Transformer, eh bien, tu vois par toi-même. J'imagine que tu sais que quand il doit te générer une image, il se trompe 3 fois de suite. C'est-à-dire, il y a ensuite un facteur humain important et même si c'est parfaitement fait, la technologie est mise en scène, elle n'a pas été placée là, pardonne la redondance, de manière aléatoire. Au contraire, loin de me sentir attaqué, tes commentaires sont rafraîchissants, ils élargissent mon horizon, je veux aussi comprendre. Incapacité de défense de Fan B, merci beaucoup de l'avoir pris ainsi que comme une façon de partager des connaissances. Parce que c'est exactement ce que j'essaye de dire, et à aucun moment je ne me sens attaqué non plus. Eh bien, en essayant d'atteindre la vérité. Et la vérité, c'est qu'en ce moment, il n'est pas du tout clair ce qui s'est passé. Mais je doute fort que cela ait pu être simplement une perfection militaire de la part des États-Unis, parce que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses dans une opération militaire qui peuvent mal tourner et à un moment donné, l'une d'elles doit forcément se produire. Surtout quand on déploie 160 aéronefs, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas sortis avec un seul appareil abattu, qu'ils ne soient pas sortis avec, je ne sais pas, même s'il s'agissait de vidéos où le peuple vénézuélien les aurait affrontés, je trouve cela extrêmement étrange, et surtout, vu l'attitude de Nicolás Maduro et la façon dont il le montre maintenant, et qu'ils aient laissé Delcy Rodríguez. C'est-à-dire, le point clé de tout cela, Antonio, c'est le résultat de l'opération. Parce que si vraiment ce que veulent les États-Unis, c'est attraper Maduro et faire une intervention chirurgicale au Venezuela, nécessairement. Ensuite, il faut avoir un réseau prêt à apporter un soutien politique à l'intérieur du pays. Parce qu'il n'est pas crédible de dire que nous allons nous débarrasser du narcotrafic au Venezuela et du narcotrafiquant Maduro. Et ensuite laisser Delcy Rodríguez en deuxième position et dire « Bon, Delcy va faire exactement ce que nous lui dirons ». Merde, si tu dis que Maduro est un corrompu et un baron de la drogue, Delcy l'est au moins autant, voire plus que Maduro lui-même. Souvent, le numéro 2 est bien plus entaché de diverses substances que le numéro 1. Dans le cas où ce serait le cas, c'est-à-dire je me mets à la place des États-Unis, alors on ne comprend pas à quel moment le premier pas est fait. Il est clair qu'à présent, nous ne pouvons absolument pas considérer l'opération comme terminée. Et Delcy va devoir faire quelque chose, et le Venezuela va devoir répondre. Et il va devoir, à son tour, tenir tête aux États-Unis
ou dire que ça suffit et donc commencer à clore l'opération des États-Unis. Nous avons encore de nombreux mouvements à analyser et beaucoup d'événements à venir. L'année promet d'être très intéressante, mais ici, la question clé réside dans le fait que, tels qu'ils ont commencé, tout semble être beaucoup plus axé sur l'image que sur le résultat réel. Et c'est quelque chose qui attire fortement mon attention et je le laisse là. Et merci beaucoup pour le débat. Louis et Édouard ont chacun apporté 20 adhésions ainsi que 20 autres, et avec cela, nous devons bien sûr encore commenter. Merci beaucoup pour votre soutien. Voici le PayPal pour faire un don à la petite fille. Allez-y maintenant. Avant de commencer le direct, nous avions 1600 € sur le compte PayPal. Parce que j'ai déjà effectué un virement de 5000 $ pour que la petite fille puisse effectivement déjà s'envoler pour la Turquie. Parce que c'était l'argent nécessaire pour réserver l'hospitalisation. Et bon, demain je vous mettrai toutes les vidéos des virements et tout. Et maintenant, il nous faut vraiment réunir la somme totale. Alors allez, on va donner un petit coup de pouce. Mais bien sûr, ici nous avons plus d'actualité géopolitique et les dernières informations qui nous viennent directement d'Iran. La dernière chose qui a dépassé les limites, comment? Attends, on me transmet des infos. Qu'est-ce que tu dis? Je suis choquée, enfin, une source le dit. Les danses de Maduro sont devenues la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Trump lorsqu'il a pris la décision de capturer le dirigeant vénézuélien. Mais d'où les gens sortent-ils ça? Je vais vérifier un instant. Je ne comprends littéralement absolument rien, mais bien sûr, nous allons l'analyser tout de suite. Parce que mon équipe vient de me le transmettre, et donc j'adore ça. Organisation des Nations Unies sans info. L'Organisation des Nations Unies tente toujours de comprendre ce qui s'est passé. Bordel, bonjour. Je pense que demain, ils vont sortir et dire « Tu ne vas pas le croire. Ils ont enlevé Maduro ?» Nous sommes très inquiets. Bonjour, excuse-moi, ça fait 4 jours. Je ne sais pas. Les médias américains, citant la Maison-Blanche, rapportent que les dernières danses du président vénézuélien ont aidé à convaincre les membres de l'équipe de Trump. Ils se moquaient d'eux, selon les médias, alors que Washington intensifiait l'escalade et la pression sur le Venezuela. Maduro continuait de danser à la télévision d'État avec des slogans en anglais comme « No more crazy war ». Selon les responsables américains, de cette manière, leur adversaire tentait de les discréditer et qualifiait les intentions des États-Unis de bluff. De plus, les interlocuteurs du New York Times ont indiqué que peu de temps avant le début de l'opération militaire, les États-Unis ont proposé à Maduro de partir en exil doré en Turquie, mais il a catégoriquement refusé. C'est-à-dire, je vais vous montrer les danses, soi-disant celles qu'il attend. Je télécharge la vidéo reçue tout de suite. Je suis choquée que la Maison-Blanche essaie maintenant d'aller encore plus loin avec l'opération médiatique. Tu te rends compte qu'ils ne parlent plus seulement de Maduro par-ci, Maduro par-là, mais qu'ils vont maintenant vendre l'image qu'il ne faut pas jouer avec Donald Trump? Et bien sûr, vous savez à qui cela s'adresse. Cela s'adresse au reste des pays d'Amérique latine, cela s'adresse à la Colombie, cela s'adresse au Mexique. Cela s'adresse à tous ceux qui, en ce moment, disent « joue Trump ». Je ne mets pas de musique, car j'ignore si elle est soumise à des droits d'auteur. Il parle de ces danses. Et ce message, très clairement, s'adresse à tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas de cran. Que Donald Trump bluffe constamment, et effectivement, Donald Trump parle beaucoup mais n'agit pas, et nous le savons. Mais dans ce cas, il a pris un exemple emblématique comme la question vénézuélienne. Et maintenant, ils vont de plus en plus loin dans toute cette dynamique et ils essaient déjà de faire de la nécessité une vertu. Une vertu tout en parlant du fait que Cuba doit se préparer en termes de... Trump a déclaré qu'il y aurait encore des moments difficiles pour le Mexique et attend de voir ce qu'ils vont faire. J'ai trouvé ce commentaire super machiste, honnêtement, du genre « Eh bien, c'est une très bonne femme », quelque chose comme « Bon, elle est sympa, mais elle doit faire attention ». Enfin, je ne sais pas, il n'a même pas eu « enfin ». Les mots en eux-mêmes n'étaient pas machistes, mais pour moi, ça sonnait un peu mal franchement, surtout en parlant de Claudia. J'ai toujours l'impression que c'est un peu du vieux pervers, mais c'est purement mon avis personnel. Ce qui est très clair, c'est que cette histoire avec Maduro, ce n'était absolument pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en doute vraiment, Donald Trump n'est pas à ce point à côté de la plaque.
Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils essaient d'en faire le récit officiel en utilisant les sbires des médias nationaux. Et, ceux qui ont l'habitude de lécher les bottes de l'administration Trump et de l'Occident collectif en général. Et qu'ils utilisent maintenant cela pour envoyer un message codé à tous ceux qui pourraient, en théorie, s'opposer à un moment donné à Donald Trump. L'Union européenne n'a pas pu publier de déclaration commune sur le Venezuela, faute de soutien de la Hongrie. C'est le service diplomatique de l'Union européenne elle-même qui l'annonce. Eh bien, il semble qu'une fois de plus, l'Union européenne n'arrive absolument pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Bon sang, incapable, franchement, excusez-moi, mais je me sens vraiment à l'aise dans ces directs, c'est absolument thérapeutique pour moi. Donc, ce sont des incapables, des bons à rien. Je veux dire, pour rien du tout. La seule chose qu'ils savent faire, c'est imposer des sanctions qui ne servent strictement à rien. Après que la fumée autour du Venezuela se soit un peu dissipée, la principale question qui reste est la suivante. Les personnes qui, là-bas, promettent maintenant de ne pas être une colonie de qui que ce soit et proclament des choses comme « patrie » ou « mort ». Et les personnes dont la trahison, indéniablement massive, a paralysé non seulement la garde personnelle de Maduro, mais aussi l'armée. Qu'en est-il de lui, s'il s'agit des mêmes personnes ou non? Parce que si ce sont les mêmes, les annonces euphoriques des partisans de Donald affirmant qu'il gouverne le Venezuela et qu'il contrôle désormais aussi son pétrole sont effectivement totalement justifiées. Comme dit le proverbe, quand un cochon trouve de la boue, les traîtres, protégés par une rhétorique grandiloquente, trouveront le moyen d'accomplir leur mission jusqu'au bout et ils le feront avec la plus grande facilité. Le proverbe du cochon, les traîtres, protégés par une rhétorique grandiloquente, trouveront le moyen d'accomplir leur mission et le feront avec facilité. Trump échouera dès le début et devra envahir à nouveau, avec un coût opérationnel et un certain niveau de risque. Le proverbe « un cochon couvert de boue protégée », une rhétorique grandiloquente, ils le feront. Le proverbe dit « un cochon couvert de boue, des traîtres protégés », une rhétorique grandiloquente, ils trouveront la facilité à accomplir ce qu'ils feront, dit le proverbe du cochon. Dans une rhétorique grandiloquente, les États-Unis. Cependant, cette protection des États-Unis est déjà en train de leur échapper. Les États-Unis pourraient nommer un envoyé spécial pour le Venezuela afin d'aider Rubio. Comme le dit le proverbe, un cochon trouve toujours de la boue, les traîtres, avec une rhétorique grandiloquente, trouveront leur chemin. Le proverbe « un cochon trouve de la boue », protégé par une rhétorique grandiloquente, ils trouveront ce qu'ils feront. Et ils ont pas mal de chance tous les deux. Le proverbe
Protégés par une rhétorique grandiloquente, ils trouveront la façon d'accomplir leur mission jusqu'au bout. Feront-ils du proverbe un cochon d'argile? Des traîtres protégés dans leur mission finale, feront-ils là? Comme le dit le proverbe, des traîtres protégés par une rhétorique trouveront comment accomplir leur mission finale et agiront. L'Iran les voit comme des provocateurs. C'est aussi important. Ce soir, les services secrets iraniens ont procédé simultanément à des arrestations massives des soi-disant leaders des manifestations, ou, en réalité, le dicton cochon de la rhétorique grandiloquente. Ils trouveront comment accomplir leur mission à la fin et feront du dicton un cochon de boue. Protégés par une rhétorique pompeuse, ils trouveront de la facilité, dit le proverbe, protégés par une rhétorique grandiloquente, ils trouveront comment accomplir leur mission à la fin et feront de la facilité. En général, eh bien, d'un côté, il n'a rien su du tout. Desamparados. Ils trouveront une rhétorique grandiloquente pour accomplir la mission à la fin et ils le feront avec facilité. Le proverbe cochon, boue, traître protégé, ils trouveront une rhétorique grandiloquente pour accomplir la mission à la fin, ils le feront. Ça vous semble bien de vivre dans une? Le proverbe un cochon. Des traîtres, protégés par une rhétorique grandiloquente, trouveront facilement à accomplir leur mission, la fin, et ils y parviendront sans difficulté, dit le proverbe. Un cochon. Des traîtres, protégés par une rhétorique grandiloquente, trouveront facile d'accomplir leur mission. Comme dit le proverbe. Barreau, des traîtres protégés par une rhétorique grandiloquente trouveront, ils le feront avec facilité, comme dit le proverbe. Cochon, barreau, des traîtres protégés, une rhétorique grandiloquente. Ils réussiront à accomplir leur mission, ils le feront.
Le proverbe dit qu'un cochon des traîtres protégés, une rhétorique grandiloquente, trouveront le moyen d'accomplir la mission, ils le feront. Le proverbe. Un cochon debout. Des traîtres, protégés par une rhétorique grandiloquente, feront facilement, comme le dit le proverbe, cochon. Bout une rhétorique grandiloquente, ils trouveront la façon d'accomplir leur mission finale et ils le feront avec facilité. Vous avez une bonne image, c'est que ça m'a été. D'accord, est-ce que vous avez du son maintenant? Du son? Oui. D'accord, c'est revenu, d'accord. Désolé, c'est juste que tout à coup mon Bluetooth s'est éteint et je n'ai absolument rien compris à ce qui se passait. Je veux dire, c'est quoi ce truc? D'accord, donc en Iran, il y a des manifestations qui sans aucun doute impliquent une participation américaine. Le danger, c'est que la population a déjà pris les armes et l'issue reste incertaine. Ce qui est encore plus dangereux, c'est le fait que l'Iran lui-même va agir contre sa propre population et que l'Iran, eh bien, pour 2 personnes qui ont été vues avec des armes, il ne va pas seulement organiser des perquisitions, il va aussi mener des interrogatoires très durs. Ah, eh bien, imagine 300 personnes face à 3 qui auraient vraiment pu provoquer n'importe quel type de trouble dans le pays. Nous allons continuer à surveiller cela de très très près, ainsi que bien sûr la question vénézuélienne. Comment décidons-nous ici au Mexique? Même si tu gagnes, je te donne un souvenir pour que tu te souviennes de moi une semaine, personne n'est sorti indemne d'un conflit. Ton talent, j'adore, et le nom aussi. En Russie, on aurait sûrement un proverbe similaire. Merci pour ta contribution et ton soutien. Vive la mère patrie. Ici, nous avons Jordi Valero Amador. Vive la mère patrie. Je ne sais pas exactement de quelle patrie tu parles, parce qu'ici, nous en avons beaucoup. Mais bon, que tu vives, toi, mère patrie. C'est pour ça que tu écris le commentaire, et la mienne, pourquoi pas aussi. Et nous avons ici Federico Pecherski, je crois que je l'ai bien lu. Pecherski fait vraiment partie de notre communauté de membres. Je pense qu'avec ça et un petit gâteau, je vous rappelle encore une fois s'il vous plaît, merci beaucoup Federico, un bisou d'ici, depuis le Donbass. Je vous rappelle encore une fois, s'il vous plaît, qu'il reste 8 000 $ à réunir pour que la petite fille soit opérée. Y a-t-il plus de donateurs? Bien sûr, je dis aussi cela à ma communauté russe, mais nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. C'est-à-dire, nous le crions sur tous les toits à tous ceux qui veulent t'aider. Voici mon PayPal. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je vous serai infiniment reconnaissante de faire un don. Et avec cela, nous pourrons opérer la petite. Sabrina, qui est déjà en Turquie, attend déjà cette opération pour remettre sa vessie à sa place et ainsi que son petit corps cesse de souffrir et puisse fonctionner normalement. Cela dit, un immense merci pour le live d'aujourd'hui. Ici, on se sent de plus en plus déchaîné. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Pour être honnête, je m'éclate en live avec vous et du coup, comme vous voyez, je perds complètement la notion du temps. Merci beaucoup, ça a été un immense plaisir de fêter 2 fois, hier et aujourd'hui, aussi bien au début qu'à la fin, mon anniversaire avec vous, en direct live dans la plus grande rigueur. On se retrouve demain à 23 h heure de Moscou et donc aussi heure du Donbass, qui est exactement l'endroit où je me trouve en ce moment. Gros bisous à tous, demain il y en aura plus et j'espère encore mieux.